Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la ville animée de Springfield, le palais de justice trônait au centre-ville, imposant et solennel. Ses colonnes de marbre blanc reflétaient la lumière du matin, tandis que les drapeaux flottaient doucement au vent. Chaque jour, des dizaines de personnes, avocats, juges, policiers, justiciables, y entraient avec l'espoir d'y trouver justice. Parmi eux, Clarice Beaufort, une juge noire de 42 ans, réputée pour sa rigueur, son intelligence et son intégrité, incarnait l'autorité et le sérieux de la loi. Depuis son arrivée au tribunal, elle avait déjà fait trembler bien des préjugés et apporté un souffle de justice équitable dans une institution souvent critiquée pour son manque d'égalité. Mais ce jour-là, alors que Clarice franchissait les lourdes portes du palais, elle ignorait que son nom allait bientôt défrayer la chronique. Le hall du palais de justice grouillait d'activité. Des murmures s'élevaient, mêlés aux pas pressés des fonctionnaires et visiteurs. Clarice avançait d'un pas assuré, tenant sous son bras un dossier volumineux. Son tailleur gris impeccable et son regard déterminé reflétaient son professionnalisme. Soudain, au détour d'un couloir, l'agent de police Mark Reynolds surgit. Grand, blanc, la cinquantaine, Reynolds avait la réputation d'être un policier zélé, mais aussi impulsif et parfois trop sûr de lui. « Vous là !» Halte, lança-t-il d'une voix autoritaire. Clarice s'arrêta, surprise. « Bonjour, agent Reynolds. Puis-je savoir ce qui motive cette interpellation ?» Mais Reynolds, sans écouter, la saisit fermement par le bras. « Vous correspondez à la description d'une suspecte recherchée pour vol à l'étalage. Montrez-moi vos papiers. » Clarice, incrédule, dégagea doucement son bras. « Je suis juge au tribunal de Springfield. Vous êtes dans une institution de justice, je vous demande de respecter la procédure. Voici ma carte professionnelle. » Reynolds la repoussa avec brusquerie. « Je n'ai pas besoin de votre carte. Vous allez me suivre au poste. » Sous le regard médusé des employés du tribunal et de quelques passants, l'agent l'attacha rapidement avec des menottes, sans autre avertissement. « C'est une erreur » s'exclama Clarice, sa voix ferme mais contrôlée. Un passant, choqué, sortit son téléphone et commença à filmer la scène. Le claquement métallique des menottes résonnait encore dans le hall du palais de justice lorsque Clarice fut conduite vers une salle d'attente improvisée, réservée aux personnes en attente d'interrogatoire. Autour d'elle, les regards oscillèrent entre stupéfaction, gêne, et une certaine colère silencieuse. L'agent Reynolds, sûr de lui, gardait un air satisfait, convaincu d'avoir fait ce qu'il fallait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son geste allait déclencher une tempête qui dépasserait de loin les murs du tribunal. Dans la salle d'attente, Clarice reprenait lentement son souffle. Sa dignité, bien que ébranlée, restait intacte. Comment ont-ils pu, pensa-t-elle, ses yeux se remplissant à peine de larmes qu'elle refusa de laisser couler. Elle sortit son téléphone et contacta immédiatement son avocat, Marcus Williams, un homme expérimenté, connu pour son engagement contre les injustices raciales. Marcus répondit sans tarder, sa voix grave trahissant son inquiétude. « Marcus, c'est Clarice. Je viens d'être arrêtée, au palais de justice. » « Quoi ? » Clarice, reste calme. Je suis en route. Ne dis rien à personne d'autre pour l'instant. Alors qu'il parlait, le passant qui avait filmé la scène diffusait la vidéo sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, l'image de Clarice, menottée dans un lieu censé être un sanctuaire de la justice, faisait le tour de la ville, puis du pays. Les messages indignés affluaient, dénonçant un nouvel acte de racisme et d'abus de pouvoir. Des personnalités publiques, des associations de défense des droits civiques, et même certains collègues de Clarice prenaient la parole pour dénoncer l'ignominie de cette arrestation. À l'extérieur du tribunal, une foule commença à se rassembler, scandant des slogans de justice et d'égalité. Les journalistes installaient leurs caméras devant les grilles du palais, prêts à recueillir des témoignages et à relayer l'affaire en direct. Pendant ce temps, au poste de police, Clarice était interrogée. L'agent Reynolds restait inflexible, répétant sa version des faits, ignorant la carte professionnelle que Clarice avait montrée. Mais Clarice, avec calme et autorité, reprenait la parole. « Je suis juge de cette juridiction.
Vous m'avez arrêté sans raison valable. C'est une violation de mes droits et de mon immunité. Un policier plus âgé, présent dans la salle, commença à douter. Il jeta un coup d'œil au dossier de Clarisse, et murmura. « Reynolds, tu es sûr de ce que tu fais ?» Mais Reynolds, trop fier pour reculer, garda son attitude arrogante. L'avocat Marcus arriva enfin au poste, armé de documents et de preuves. Il déclara fermement. « Vous devez libérer ma cliente immédiatement. Cette arrestation est illégale et discriminatoire. Nous entamerons toutes les procédures judiciaires nécessaires si elle n'est pas relâchée. » Sous la pression, Reynolds fut contraint de retirer les menottes. Clarisse sortit, le regard fier, saluant la foule qui l'attendait. Dans les jours qui suivirent, elle s'engagea dans une bataille judiciaire intense, médiatique et politique, déterminée à faire reconnaître l'injustice dont elle avait été victime et à dénoncer le racisme systémique qui gangrenait la police. Quelques heures à peine après sa libération, Clarisse était déjà au travail. Dans son bureau du palais de justice, elle relisait attentivement les documents que Marcus lui avait envoyés, copies des lois protégeant les agents publics, des protocoles d'arrestation, et des témoignages de plusieurs témoins présents au moment des faits. Elle savait que cette plainte n'était pas seulement pour elle, mais pour toutes les victimes invisibles de ces abus. Dans un communiqué officiel rédigé avec soin, elle déclara : « Aujourd'hui, j'ai été victime d'une arrestation arbitraire, fondée sur la couleur de ma peau et une ignorance flagrante de la loi. Cette agression contre ma personne est une attaque contre la justice elle-même. Je m'engage à utiliser tous les moyens légaux pour que cette injustice soit reconnue et que des réformes profondes soient engagées au sein de nos forces de l'ordre. » Les médias se saisirent de la déclaration. Les chaînes d'information en continu consacrèrent des heures de débat, où experts, activistes et politiciens s'exprimèrent. Certains responsables politiques, inquiets du retentissement, appelèrent à la retenue, tandis que d'autres, plus progressistes, dénoncèrent un racisme systémique intolérable. Clarisse reçut également un flot de messages de soutien, venant de collègues juges, d'associations de défense des droits civiques, mais aussi d'inconnus. Son téléphone ne cessait de vibrer. Pourtant, derrière cette façade publique, la pression était immense. Chaque jour, Clarisse devait faire face à des regards parfois méfiants, des murmures, des remarques insidieuses sur son intégrité ou son impartialité. Un soir, épuisée, elle confia à Marcus. « Ce combat est plus dur que je ne l'imaginais. Ce n'est pas seulement ma carrière, c'est ma dignité, mon honneur, et la confiance que les gens placent en la justice. » Marcus posa une main rassurante sur son épaule. « Tu n'es pas seul. On va faire tomber ce mur. Et la vérité brillera. » Au tribunal, plusieurs collègues se mobilisèrent. Une audience spéciale fut organisée pour examiner la plainte contre l'agent Reynolds. Devant le conseil de discipline, Reynolds tenta de se justifier, mais les preuves accablantes, y compris la vidéo devenue virale, parlaient d'elles-mêmes. Parallèlement, une enquête interne fut ouverte sur les pratiques discriminatoires dans le département de police. L'affaire Clarisse devint un catalyseur pour un mouvement plus large de remise en question et d'exigence de changement. La grande salle du conseil de discipline était emplie d'une atmosphère lourde, presque solennelle. Les hauts murs recouverts de boiseries sombres semblaient retenir leur souffle, comme pour ne pas perturber le déroulement d'une procédure qui pourrait changer bien des choses. Au centre, un large bureau où siégeaient 3 membres du conseil, 2 juges retraités et une représentante des droits civiques. En face, l'agent Mark Reynolds, crispé, les mains jointes sur ses genoux, affrontait le regard dur et posé de Clarisse Beaufort. Clarisse, vêtue d'un tailleur sobre, avait la posture digne d'une femme dont la vie venait d'être bouleversée, mais qui refusait de plier. Ses yeux, profonds et déterminés, ne quittaient pas Reynolds une seule seconde. Le président du conseil, un homme d'âge mûr à la voix grave, ouvrit la séance. « Agent Reynolds, vous êtes ici pour répondre à des accusations graves d'abus de pouvoir et de discrimination raciale. Vous comprenez la gravité des faits qui vous sont reprochés ? » Reynolds, tentant de masquer son trouble, répondit d'une voix ferme. « Oui, monsieur. Je maintiens que j'ai agi conformément à mes devoirs. » Le premier témoin fut appelé, un employé du palais de justice qui avait assisté à l'arrestation. Sa voix tremblante, il raconta avec précision les faits.
J'ai vu l'agent saisir la juge Beaufort sans aucune raison apparente. Elle a essayé de lui montrer sa carte professionnelle, mais il ne voulait rien entendre. Le deuxième témoin, le passant qui avait filmé la scène, entra, tenant son téléphone encore allumé sur la vidéo. « Voici la preuve », dit-il. La gifle, l'arrestation, tout est là. La vidéo fut projetée sur un grand écran. Dans un silence pesant, tous purent voir l'agent Reynolds gifler Clarisse, puis la menotter, malgré ses protestations calmes et justifiées. Le murmure parcourut la salle. Même certains policiers présents détournaient les yeux, mal à l'aise. Clarisse fut ensuite invitée à s'exprimer. Elle se leva, sa voix claire et mesurée remplit la pièce. Ce jour-là, j'ai été arrêtée comme une criminelle, non pas pour des faits avérés, mais parce que je suis une femme noire. Cet acte n'est pas seulement une erreur, c'est une injustice fondée sur la peur et les préjugés. Ce genre de comportement mine la confiance que la population doit avoir en la police et en la justice. Reynolds tenta une dernière défense. J'ai agi dans l'urgence, face à une suspecte ressemblant à une personne recherchée. Je n'ai jamais voulu faire de mal. Le président du conseil le coupa sèchement. L'urgence n'excuse pas le racisme. Votre comportement a dépassé les bornes. Après de longues délibérations, le conseil condamna l'agent Reynolds pour usage abusif de la force et discrimination raciale. Il fut suspendu sans solde, et une recommandation fut faite pour qu'il suive une formation obligatoire sur les droits civiques et la gestion des préjugés. Clarisse, bien que satisfaite de la décision, savait que ce n'était qu'une étape. Ce verdict devait servir d'exemple, un signal fort envoyé à toute la police de Springfield. En sortant de la salle, elle fut accueillie par des applaudissements discrets, mais sincères, de ses soutiens présents. Cette victoire marquait le début d'un combat encore plus vaste. L'annonce de la suspension de l'agent Mark Reynolds provoqua une onde de choc au sein du département de police de Springfield. La nouvelle, relayée par les médias locaux et nationaux, fit couler beaucoup d'encre et déclencha des réactions contrastées parmi les forces de l'ordre et les autorités politiques. Au commissariat central, les couloirs habituels étaient parcourus par un étrange mélange de tensions et de murmures. Certains officiers soutenaient fermement la décision, convaincus que les comportements abusifs et discriminatoires devaient être sanctionnés pour restaurer la confiance avec la population. Lieutenant David Harris, un policier vétéran respecté, déclara lors d'une interview. « Nous devons reconnaître nos erreurs pour avancer. La justice ne doit pas avoir de double standard, même au sein de la police. Cet incident est regrettable, mais c'est une occasion de s'améliorer. » D'autres, cependant, voyaient cette suspension comme une trahison envers un collègue. Des groupes internes de soutien à Reynolds exprimèrent leur mécontentement, arguant que l'agent avait simplement fait son travail dans un contexte difficile. Dans une réunion privée, certains policiers évoquaient à voix basse leur sentiment d'être pointés du doigt, ce qui ravivait des rancunes latentes contre ce qu'ils percevaient comme une pression excessive des médias et des activistes. Face à la médiatisation intense, le maire de Springfield, James Thornton, se retrouva au centre d'une tempête politique. Connu pour son pragmatisme, il convoqua une conférence de presse pour calmer les esprits. Nous condamnons fermement tout acte de discrimination ou d'abus de pouvoir, surtout au sein de nos forces de l'ordre. La suspension de l'agent Reynolds est une décision nécessaire pour garantir que la justice soit respectée. Nous allons également renforcer la formation de nos policiers pour prévenir de tels incidents à l'avenir. Cependant, cette déclaration ne calma pas complètement les débats. Certains membres du conseil municipal, notamment des élus conservateurs, critiquèrent la décision, la qualifiant de précipitée et d'injuste envers la police. Sarah Mitchell, conseillère municipale, déclara lors d'un débat houleux. « Nous devons soutenir ceux qui protègent notre ville. La police travaille dans des conditions difficiles, et parfois, des erreurs sont inévitables. Nous ne pouvons pas sacrifier leur morale au nom de la justice médiatique. » De leur côté, les associations de défense des droits civiques, les leaders communautaires et même certains membres du clergé virent dans cette affaire un signal fort. Révérend Elia Freeman, une figure respectée de la communauté noire de Springfield, déclara lors d'un rassemblement. « Cette victoire est une lumière dans l'obscurité. Mais ce n'est pas la fin. C'est le moment d'exiger des réformes durables, d'instaurer des politiques qui empêchent ces injustices de se reproduire. »
La police doit être au service de tous, sans distinction. Les manifestants organisèrent plusieurs rassemblements pacifiques devant le palais de justice, réclamant davantage de transparence, une meilleure formation des policiers, et la création d'un comité indépendant de surveillance. Au milieu de ce tumulte, Clarisse ressentait la lourde responsabilité de son rôle. Elle savait que son combat dépassait sa propre personne et qu'elle portait l'espoir d'une communauté entière. Mais elle était aussi consciente des résistances puissantes qui s'opposaient encore à la reconnaissance d'un racisme systémique. Dans une interview accordée à un grand quotidien national, elle affirma : « La justice n'est pas un privilège, c'est un droit. Nous devons travailler ensemble, policiers, élus, citoyens, pour bâtir une société où chaque individu est traité avec respect et dignité. Cela demande du courage, de la vérité, et une volonté de changement. » Quand le tumulte des médias s'apaisait enfin, et que les lampes du palais de justice s'éteignaient une à une, Clarisse Beaufort retrouvait son appartement modeste mais chaleureux, niché dans un quartier calme de Springfield. Loin des projecteurs, elle redevenait simplement une femme. Assise dans son fauteuil en cuir, un thé fumant entre les mains, elle laissait parfois ses pensées dériver. La journée, chargée de confrontations et d'exigences, laissait place à une fatigue physique et mentale intense. Elle repensait souvent à ce jour fatidique où l'agent Reynolds l'avait arrêtée. Non pas à cause de la violence de la gifle ou de l'humiliation, mais à cause du poids que cela représentait, la peur sourde et insidieuse d'être jugée non pour ses actes, mais pour sa couleur de peau. Dans ces moments de solitude, les doutes la rongeaient. Était-elle assez forte pour mener ce combat ? Pourrait-elle vraiment changer ce système ? À quel prix ? Mais Clarisse n'était pas seule. À ses côtés, son mari, David Beaufort, avocat de renom engagé dans la défense des droits civiques, était un pilier. Une soirée, alors qu'elle partageait avec lui ses craintes, David posa une main ferme sur la sienne. « Tu portes un poids énorme, Clarisse. Mais ce poids, c'est aussi une lumière. Ta voix, ton combat, il porte l'espoir de beaucoup. Ne l'oublie jamais. » Ces mots résonnaient en elle, nourrissant sa force intérieure. Clarisse puisait également dans les souvenirs de son enfance, élevée par une mère enseignante et un père pasteur, qui lui avaient inculqué la dignité, la foi et la persévérance. Ses racines lui donnaient l'énergie de continuer, même dans les moments les plus sombres. Mais elle savait aussi que ce combat la changeait. Sa vie sociale se réduisait, les invitations disparaissaient, et certains collègues évitaient désormais son regard. La solitude pesait, mais elle était le prix à payer pour la justice. Un soir, en écrivant dans son journal intime, elle confiait : « La justice n'est pas un chemin facile. Elle est parsemée d'embûches, d'ombres et de tempêtes. Mais si je dois tomber, ce sera debout, avec la tête haute, pour que jamais plus une femme comme moi ne soit arrêtée injustement. » Malgré tout, Clarisse gardait espoir. Elle savait que sa bataille était aussi celle d'une génération entière, et que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, rapprochait un peu plus la société d'une justice véritable. Des mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Clarisse Beaufort. Ce qui avait commencé comme une injustice flagrante s'était transformé en un puissant mouvement de changement à Springfield, et au-delà. Les manifestations pacifiques se succédaient, rassemblant des citoyens de toute origine, unis par un même désir, faire tomber les barrières du racisme institutionnel et reconstruire la confiance entre la police et la communauté. Sous la pression, le maire James Thornton avait institué un comité indépendant chargé de superviser les pratiques policières, avec la participation de représentants civiques et d'experts en droits humains. À la police, plusieurs officiers engagés avaient suivi des formations sur la diversité, la gestion des préjugés et le respect des droits fondamentaux. Une culture nouvelle, lente mais palpable, commençait à s'installer. Pour Clarisse, cette victoire symbolique était aussi un témoignage de résilience et de foi en la justice. Lors d'une cérémonie organisée au palais de justice, elle prononça un discours empreint d'émotion et d'espoir. « Nous avons franchi une étape, mais la route est encore longue. Ce combat n'est pas seulement le mien, ni celui de Springfield. C'est celui de toutes les voix qui se lèvent contre l'injustice, de toutes les âmes qui rêvent d'égalité. Aujourd'hui, plus que jamais, la justice doit être le socle de notre société, et non un privilège réservé à quelques-uns. Que cette histoire nous rappelle que le changement commence avec le courage de dire non à l'injustice, et oui à la dignité de chaque être humain.
La foule acclama, consciente qu'une ère nouvelle s'ouvrait, fragile mais pleine de promesses. Cette histoire illustre à quel point le racisme systémique peut s'immiscer même dans les institutions censées garantir l'égalité. Mais elle montre aussi que la force d'une personne, portée par la vérité et la justice, peut ébranler des murs longtemps jugés infranchissables. La justice n'est pas une abstraction. Elle se construit par le courage, la vigilance et la détermination de chacun à défendre les droits fondamentaux. À travers Clarisse, nous comprenons que le combat pour l'égalité est un chemin exigeant, semé d'obstacles, mais qu'il est possible d'avancer, pas à pas, vers un monde plus juste.